Avertissement. Les propos que vous allez entendre abordent le suicide et peuvent heurter. Aujourd'hui en France, tous les mois, une femme se suicide au cours de la première année de vie de son bébé. La dépression postpartum est une condition sérieuse qui peut affecter la santé mentale et émotionnelle d'une maman après l'accouchement. L'entourage, qu'il s'agisse du partenaire, de la famille, des amis ou même des professionnels de santé, peut jouer un rôle crucial dans le rétablissement de la maman. Dans cette 3e saison d'Ex-Utéro, signez-vous par Massif, le micro s'invite dans des moments de découverte et de questionnement de la période postpartum. J'ai senti un déclic dans sa tête quand le mot dépression a été prononcé. Jocelyne, Isée et Geoffroy ont vécu cette période difficile auprès de leurs filles, leurs amis, leurs conjointes. Ils ont accepté de se rencontrer pour discuter autour de leur rôle d'aidant. Merci à vous trois d'avoir accepté de témoigner sur ce moment difficile que peut être la dépression postpartum. Bonjour déjà. Bonjour Geoffroy. Bonjour Isée. Bonjour Jocelyne. Bonjour. 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 À travers vos témoignages et la discussion que nous allons avoir, on va essayer évidemment de cerner le rôle de l'entourage lors de cet événement difficile de la vie. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais bien d'abord que vous nous racontiez chacun votre tour rapidement quelle a été cette dépression postpartum qu'ont vécu soit votre femme, Geoffroy, soit vos amis, Isée, soit votre fille, Jocelyne. On va commencer avec le papa. Oui, très bien. Moi, la dépression du postpartum, elle s'est manifestée chez donc, ma femme, Agathe, sur notre premier enfant et le seul à ce jour. En fait, il se pourrait qu'elle ait démarré cette dépression du postpartum en prépartum, puisqu'elle a une grossesse qui s'est mal passée depuis le premier jour. C'est-à-dire que du jour 1 jusqu'à l'accouchement, elle a eu des nausées très, très violentes et elle a fini par avoir un accouchement aussi, lui, très violent qui s'est, enfin voilà, on a déclenché un accouchement en urgence, puisque, le col ne s'ouvrait pas et elle commençait à perdre énormément de sang. Donc, il a fallu l'opérer en césarienne d'urgence, donc voilà, un accouchement très traumatique, traumatisant et donc ça a déclenché ou alors c'était était déjà là avant, mais en tout cas, il y a eu une dépression du postpartum qu'elle a pas vue tout de suite, Et quelques vous non mois plus, du coup. et moi non plus. Donc elle a mis effectivement quelques mois avant de s'en rendre compte, avant d'aller voir quelqu'un et que ce psychologue, mette les mots dessus. Elle a mis un petit peu de temps avant de s'en rendre compte et aujourd'hui, elle est en rémission, ça fait 18 mois maintenant qu'elle a démarré une thérapie. Ça va de mieux en mieux, mais c'est encore difficile. Elle est pas encore sortie de cette maladie et et voilà, j'espère que On va en parler ouais. évidemment encore plus en détail. On reviendra dans les détails et surtout quel a été votre rôle face à cela. Isée, est-ce qu'on peut parler des plusieurs amis que vous avez accompagnés, on va dire, dans ces moments difficiles aussi? Oui, moi, j'ai été l'amie, de plusieurs, mamans qui ont, fait des épisodes de dépression postpartum. Donc, chacune avait, une situation et une histoire, assez différente, aussi un niveau, de connaissance d'elle-même qui leur permettait d'être lucide quant à la situation, qu'elles vivaient. Il y en a qui, en fait, n'ont été capables de mettre de mots sur, la dépression postpartum et de, à la fois, se l'avouer, se sentir légitime aussi, comme sujet ayant traversé, une dépression postpartum. D'autres allaient très, très, très mal dès l'accouchement, en fait, dès la prénaissance et ont eu besoin de soutien, assez immédiatement. Et moi, en fait, il y a plusieurs reprises, j'ai vu des amis qui pourtant, étaient vraiment très engagés dans leur projet, de grossesse et de naissance, perdre pied, une fois l'enfant arrivé. Donc, je les ai accompagnés, de différentes manières et avec, différents effets aussi, jusqu'à ce que chacune d'entre elles, aille mieux l'une après l'autre et avec différents temps et différentes, méthodes, pour y arriver. Il y avait besoin de ce soutien amical, on va dire, parce qu'on pourrait se dire justement, on est là pour ça, que l'entourage vraiment proche, la famille, pourrait suffire. C'est peut-être un mot difficile ce que je dis, mais là, l'amitié était vraiment un point en plus. Oui, parce que je pense que justement, en fait, il y a quand même un enjeu autour de, le fait de devenir
soi-même parent quand on met un enfant au monde, qui nous met dans un rapport un peu particulier avec nos propres parents, où tout d'un coup, en fait, il faut que on occupe aussi soi-même cette place-là de personne responsable d'un être vivant, alors que jusque-là, on était la fin de notre lignée, de notre génération. Tout d'un coup, on la prolonge et donc ça met un poids sur les épaules qui est pas forcément facile de discuter avec ses parents. Donc la présence de tiers et d'amis à ce moment-là, qui ont pas forcément les mêmes enjeux relationnels, peut être quand même assez précieuse. Moi, je sais que sur le moment, j'avais l'impression d'être inutile, mais je crois beaucoup, beaucoup au rôle de l'entourage qui est pas forcément celui de la famille directe, parce que je pense que dans des moments où on est fragile, il faut multiplier les soutiens et surtout, en fait, ne pas se priver de pouvoir avoir plein de personnes à qui on parle dans la journée et enfin voilà, faire cas de son état au maximum de personnes parce que tout mot aidant peut nous faire sortir la tête de l'eau. Jocelyne, est-ce que vous pouvez Oui, nous raconter, et puis évidemment, je suppose que vous rebondirez plus tard sur, puisque oui. vous êtes maman, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé pour votre fille? En 2 mots, nous avons vécu un drame puisque ma fille, a accouché d'un enfant qu'elle désirait et qu'elle a mis fin à ses jours, suite à une dépression post-partum, très grave, quoi. Donc chronologiquement, déjà, elle avait 2 facteurs enfin, comment dire? De dépression, De quoi? dépression, Ouais. oui, de fragilité, dans la mesure où dans la famille, nous sommes porteurs du syndrome X fragile, qui est une maladie génétique, qui correspond à la 2e maladie mentale après la trisomie 21. Et ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, elle a fait tout ce qu'il fallait au niveau du processus, médical et qu'on lui a dit: «Madame, vous avez très peu de chances de tomber enceinte». Elle a quand même poursuivi et elle a fait une première fausse couche, ça c'était en 2017, suite à une amyosynthèse qui a été faite. Le premier facteur de fragilité, ça a été ça. C'est-à-dire que ça l'a énormément atteinte, quoi, à un point, énorme. Donc vous sentiez déjà, vous Donc aussi, que oui, ça n'allait pas? donc déjà dans un premier temps, moi je l'ai accompagnée dans ce deuil-là parce que j'ai bien vu que ma fille, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Donc je l'ai portée, peu à peu ça s'est enclenché, elle a été dans des associations, elle en a parlé, elle est à nouveau tombée enceinte, naturellement. Et là, le bonheur total, c'est qu'elle a su qu'elle était, maman d'un enfant porteur sain, qui ne portait pas la maladie de X fragile. La grossesse s'est bien passée. Elle, se plaignait de la solitude, parce qu'elle était dans l'Ain, elle était, toute seule à la maison, elle était au chômage, voilà. Bon an, mal an, elle a accouché d'un enfant. L'accouchement s'est très bien passé. Et bon, bah, moi, tout de suite, tout le monde était content. Mon mari et mon fils, on est allés les voir. Et là, on pouvait commencer à voir les premiers signes, si vous voulez, d'une fragilité affective, dans la mesure où elle pleurait souvent. Mmh. Et bon, je la sentais pas complètement épanouie. Moi, vous voyez, elle surveillait fréquemment la chaleur. Elle me demandait comment il faut l'habiller. Enfin, bref. Donc, le temps a passé et je suis revenue, moi, spontanément. J'avais des antennes. Je me disais, je vais aller prendre la température, sous prétexte de voir comment ça se passait, voilà. Et là, j'ai vu qu'elle était complètement débordée et que c'est son conjoint qui faisait quasiment tout. Donc là, bon, ça a été une première étape. La deuxième étape, c'est que quand je suis revenue la voir, elle m'a parlé pour la première fois de suicide comme solution. Mais froidement, hein, tout à fait, comment dire? D'une manière, pas automatique, mais, spontanée, quoi. Parce que nous, les humains, c'est vrai qu'on a cette option-là. On l'a tous finalement. Donc tout de suite, je l'ai orientée vers une psychologue qui lui plaisait pas. Elle en a, cherché une autre où elle a pu y aller avec son enfant qui était tout petit quand même. Elle a fait, de l'EMDR également et quand je suis allée la voir, elle allait voir sa généraliste qui lui a dit: «Madame, vous êtes en dépression». Alors pour faire simple, ensuite, elle est venue chez nous, c'était, à Noël. Entre-temps, elle s'était scarifié, les orteils et les poignets. Son conjoint était complètement paniqué. Quand je l'ai vue arriver, elle était hors d'elle. Direction, un généraliste tout de suite et là, on lui a dit: «Madame, il faut vous faire hospitaliser direct». Ça, c'était fin décembre, le 28 décembre
2019. Elle a fait 2 mois d'hôpital psychiatrique. Elle a fait une première tentative de suicide fin janvier à la suite d'une permission qu'elle avait chez nous. Donc moi-même, je n'ai absolument rien vu. Elle m'a dit: «Maman, j'ai envie de sortir. Est-ce que je peux aller dans Paris?» Je dis: «Oui, bien sûr». Parce qu'entre-temps, j'ai gardé son enfant, moi. Donc, à la suite de cette première tentative, elle a eu un isolement d'1 semaine, au cours duquel on n'a pas pu la voir. Donc entre-temps, ça a été une catastrophe parce que nous, l'entourage, on n'a eu accès à aucune information, à rien. Ensuite, elle est ressortie d'isolement. Elle a eu un autre traitement et elle est sortie de l'hôpital psychiatrique début mars 2020. La sortie s'est faite tout à fait, brutalement, c'est-à-dire qu'elle n'était pas au courant, puis on lui a dit: «Bah, madame, vous sortez». Mmh. Il faut savoir qu'en psychiatrie, si vous n'êtes pas hospitalisé dans votre secteur psychiatrique, c'est quand même un gros problème. Parce que la psychiatrie en France est organisée en secteurs. Elle, habitant dans l'Ain, elle aurait dû se faire hospitaliser à Bourg-en-Bresse. Et quand elle était à Clamart, on lui disait: «Madame, on ne peut pas vous garder vitam aeternam, on a des patients de Clamart», parce que j'habitais Clamart, dans les Hauts-de-Seine, qui attendent. Mmh. Ah oui. Bref, du coup, ma fille est partie le lendemain. Donc, quand elle est partie le lendemain, je me suis dit: «C'est bon». Elle avait un discours à peu près, comment dire? Correct, hein. Après, on voyait qu'elle était sous médicaments, mais globalement, moi, ce que j'ai pensé en tant qu'aidant, je me suis dit: «C'est bon, on est sorti d'affaire. Elle sort, elle a l'enfant dans les bras, ça va le faire, quoi. C'est bon, on a tenu». Malheureusement, elle est rentrée chez elle et elle m'a appelée en me disant: «Maman, est-ce que tu peux venir? Ça va pas, quoi, ça va pas». Et moi, avec le covid et mon enfant qui me disait: «Maman, non, ne pars pas, s'il te plaît». Enfin, j'ai dit: «Bah, écoute, ça va être difficile, je vais faire mon possible». Enfin, j'ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui non plus, quoi. Et tout de suite est venu le confinement. La crèche a fermé, la crèche qu'elle avait trouvée, où elle avait inscrit son gamin, a fermé et elle a mis fin à ses jours, dans des conditions affreuses, quelques jours après l'avoir su. Voilà, ce qu'on a vécu, ça a été, pire qu'un tsunami. Je peux pas vous donner d'exemple, mais c'est une demi-mort finalement. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, surtout qu'il y avait covid, quoi. Voilà, son histoire. Moi, Mmh. j'aimerais bien savoir si, avant tout ce que vous avez vécu, en tant qu'aidant, vous saviez que la dépression postpartum existait? Alors c'est un mot qui m'était pas inconnu. Après de là à savoir ce que c'était, enfin savoir que ça existait, oui. Savoir ce que c'était, non. Elle savait quand même que sa grossesse, en fait, elle a un placenta bas inséré. Elle avait une grossesse un peu compliquée, donc il y a une fois une sage-femme qui lui a dit: «Attention, c'est sujet au ce genre de grossesse-là est sujet aux dépressions Ah postpartum». d'accord. Et d'ailleurs, je me souviens même, juste avant l'accouchement, hein, le médecin qui la voit et qui lui dit: «Ah, votre accouchement s'est passé comme ça. Ah bah, on se reverra dans quelques mois, vous ferez une dépression». Ouh là. Il s'est rien passé Et depuis. Enfin, ça vous a pas choqué ça quand ils bah, sur le ou au moment, contraire, c'était bien de vous prévenir, je ne sais pas? on l'a entendu sans trop y prêter attention. En fait, c'est plus tard où on s'est dit: «Mais attends, mais le médecin, en fait, il l'avait dit, et du coup, pourquoi l'équipe médicale a mis A quelque fait chose quelque chose? un truc en place, quoi». Ouais. Enfin, ou en tout cas nous sensibiliser un peu plus sur le sujet, voilà. Mais bon, globalement, l'équipe d'accompagnement à l'hôpital était pas, Très fort. en tout cas, ils nous ont pas c'était pas adapté pour nous, quoi. Ils ont vraiment milité pour un accouchement par voie basse alors qu'elle avait tous les signes d'une césarienne. Mmh. Elle était, hem, elle appréhendait énormément son accouchement par voie basse. Elle avait pas du tout envie de le Ah faire. Elle voulait une césarienne et cetera. En plus, avec le placenta bas inséré, il y avait toutes les raisons de faire une césarienne et l'équipe médicale a absolument voulu, faire un accouchement par voie basse, Ah ce ouais. qui a résulté du coup en un accouchement par césarienne d'urgence où, Ah oui, en fait d'accord. enfin son cœur commençait à s'arrêter, quoi. Moi je voyais les courbes, du bébé et de la maman qui plongeaient, quoi. Enfin qui ont plongé, quoi. Avant de continuer, passer la parole, à mesdames, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des signes de ce que vous avez à un moment donné, Ouais. puisqu'elle s'en est pas rendue compte tout de suite et vous non plus, mais est-ce que quelques signes ont commencé à vous inquiéter ou au moins à faire alerte Ouais. de cette dépression? Énormément de fatigue ressentie de sa part.
alors elle me le disait pas, mais elle ressentait, enfin, elle m'en a parlé après, mais elle ressentait énormément d'appréhension à s'occuper, de notre petit. Toujours peur d'être toute seule, en disant: «Voilà, je vais pas être capable, il faut que je sois accompagnée, enfin, faut que quelqu'un soit là au cas où, je Donc on tombe». revient à l'isolement, de Ouais, la Mmh. fille de ouais, Jocelyne. il y Ouais, avait de c'est ça. Alors, ma femme ayant perdu énormément de sang, elle a jamais retrouvé le tonus qu'elle avait, avant, même encore aujourd'hui, là, après 2 ans et demi, elle l'a toujours pas. Elle a toujours des nausées d'ailleurs aussi, pas aussi fréquentes et dures que pendant la grossesse, mais elle en a toujours. Et donc ça, c'est effectivement, c'est un premier signe, c'est, le fait qu'elle se sente jamais capable d'être seule, qu'elle soit toujours très fatiguée. À 20h30, ça lui arrivait très régulièrement d'aller se coucher à 20h30 en disant: «Voilà, je j'y arrive plus, donc je me sens fatiguée, je vais me coucher». Ces 2 signes-là, un que je pouvais voir, c'est-à-dire qu'elle se couchait plus tôt, un que je Mmh. pouvais pas voir parce qu'elle m'en parlait pas à l'époque, sa crainte, sa peur Ah. d'être seule. Isée, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, vous, en tant qu'amie, est-ce que, de votre génération, donc vous avez la trentaine, on en parle peut-être plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais de cette idée de dépression postpartum, peut-être aussi grâce aux réseaux sociaux, je ne sais pas, voilà, est-ce que vous saviez ce que c'était? Oui, ben, moi, en fait, j'ai, accès à différentes sources qui m'ont permis, d'appréhender, ce que c'était que le phénomène de la dépression postpartum. D'une part, parce que ma mère est psychanalyste, psychologue clinicienne et que, elle a beaucoup travaillé dans des lieux d'accueil enfants-parents, qui sont des endroits où, en fait, les parents ou, les personnes responsables d'enfants peuvent venir dans la ville. C'est des lieux qui sont ouverts et qui sont reçus par, des psychologues, psychanalystes qui s'occupent des enfants, ils rencontrent d'autres parents, les enfants voient d'autres enfants et en fait, ça coupe un peu cette solitude qui existe. Donc ça, c'est un premier biais par lequel, j'entendais parler de d'après-naissance qui était très difficile à la fois pour les parents et les enfants et ensuite, bien sûr, ma génération qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui écoute des podcasts, qui a accès aussi, pas mal à, des témoignages, outre-Atlantique. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert un peu, le phénomène du postpartum au global, en prenant connaissance de l'existence de doulas, donc de personnes qui sont vraiment préposées à l'accompagnement pendant la grossesse et l'accouchement. Ça peut durer encore pendant des années après la naissance et en fait, en suivant, en voyant, sur les réseaux sociaux, des profils de doula qui parlaient de qu'est-ce que c'est comme bouleversement pour la femme que de donner naissance, je comprenais qu'il y en avait qui, en fait, perdaient pied suite à la naissance, même si celle-ci était vraiment souhaitée et donc c'est là que j'ai découvert, le terme de dépression postpartum sur des réseaux plutôt américains et des années plus tard, c'est arrivé en France. Moi, entre-temps, j'ai eu des premières amies qui ont mis au monde des enfants, qui ont vécu, des violences, gynécologiques pendant les accouchements, qui ont eu, pareil des césariennes d'urgence, mais, dans la précipitation et de façon vraiment assez, violente et très, très peu, préparée et amenée dans la communication du personnel soignant au moment où ça se passait et donc en fait, avant même que, il y ait vraiment cette prise de parole sur les réseaux sociaux par les femmes, pour témoigner, j'avais déjà dans mon cadre privé, des témoignages, juste entre amis, mais c'était pas autant, on va dire vocal, qu'aujourd'hui et en fait, maintenant qu'on est sensibilisé à ça, enfin en tout cas ma génération, moi je suis toujours hyper vigilante dès que j'ai une amie qui est enceinte et après, l'accouchement passé, à voilà, vérifier que, il y a pas des signes. Sachant que parfois les dépressions, sont, asymptomatiques, on va dire. Donc on fait ce Oui, qu'on on peut. on parle de dépression joyeuse Mmh. et ça existe, hein. Bien sûr. C'est un Et processus de soins, c'est-à-dire qu'on renvoie une belle image, une bonne image extérieure, on joue le jeu de «la vie» entre guillemets, mais que profondément dans son psychisme, on est à des kilomètres, quoi. Et bah, d'ailleurs, c'est ce qu'avait, ma femme, hein, à son travail, ils ont jamais su qu'elle avait, une dépression. D'ailleurs, ils le savent d'ailleurs toujours pas, je pense. Oui, vous me disiez Heu, qu'elle en parlait jamais, en non, fait, hein? alors ça, alors elle en parlait jamais. À son travail, elle voulait surtout pas que montrer des signes de faiblesse, donc elle a Ah! toujours eu la même énergie à son travail. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle était encore plus lessivée le soir en rentrant, à la Qu'est-ce qu'elle maison. faisait? Dans quel domaine elle travaillait? Elle est, directrice des opérations dans une, start-up. Et donc Ah du ouais. coup, c'est vraiment un élément clé de l'entreprise pour le coup. Et encore une petite équipe. Ils sont à peu près 25 maintenant. Donc et elle fait partie des premiers employés clés.
Donc, D'accord. elle a vraiment c'est vraiment un pilier de l'entreprise. Donc, elle Est-ce que voulait vous avez l'impression, pardon, que le poids de la société, aussi cette pression qu'on nous met, à toujours aller plus vite, toujours bosser et cetera, a fait aussi que, elle avait plusieurs responsabilités? Donc être maman quand même, mmh, être épouse, être, dans la famille, et ce poids du boulot qui fait que, bah, on préfère se taire pour pas, qu'on nous dise: «Bah non, ça suffit, vous êtes en» enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce poids de la mmh. société, et est-ce que vous l'avez senti vous, à un moment Ouais, donné? alors elle ressentait énormément il faut être la maman parfaite. Justement, un peu la génération Instagram, quoi, et ce qu'on voit sur Instagram est pas forcément est rarement la réalité. Mmh. Et même, voilà, dans son entourage, il fallait, montrer pouvait être la maman parfaite et se rendre compte qu'elle avait du mal à atteindre cette perfection. Mmh. Isée, juste, on sent bien que vous êtes, très en amont quelque part, de l'inquiétude qu'on peut avoir, quand on voit quelques signes. Mais justement, pour les quelques amis que vous avez eus, est-ce que, c'est vous qui êtes allés les voir? Est-ce qu'elles sont venues vous chercher? Est-ce que voilà, la conversation est arrivée comment? Oui, moi, en fait, je suis toujours, assez demandeuse, de temps passé avec, la maman, une fois elle a l'énergie de recevoir du monde. Parce que, il y a quelque chose que j'ai vraiment intégré, c'est que, la solitude, c'est un premier facteur, qui peut précipiter de façon extrêmement rapide, les mamans dans des dépressions. Quand, on change de vie, du tout au tout, bah, du jour au lendemain, et qu'on se retrouve, privé de sa mobilité parce que, épuisé par l'accouchement, parce que sans doute allaitant ou pas, mais en tout cas, avec un très, très petit bébé, bah, on vient plus aux amis, c'est les amis qui sont censés venir à nous. Et dans le lot, il y a souvent des gens qui, en fait, ne font pas le déplacement, ou en tout cas le font très tardivement. Et selon la qualité de la relation avec le conjoint, elle peut se sentir, doublement seule, parce que, même s'il y a le papa, bah, il est pas suffisamment aidant, et moi, ça a été le cas pour certaines de mes amies. Et donc, ben, oui, moi, je fais en sorte de venir voir le bébé et la maman, dès qu'elle se sent prête, et de renouveler les visites. C'est-à-dire que je fais en sorte de pas venir une fois avec un cadeau de naissance et puis de disparaître ensuite pendant 6 mois, parce qu'en fait, les premiers mois sont déterminants. Et moi, pour mes amis, clairement, à partir du moment où l'enfant a atteint les 6-8 mois, ça allait mieux. Parce qu'en fait, elles avaient pris en main leur rôle. Elles avaient arrêté de se culpabiliser sur la moindre chose. Aussi, je pense que, l'enfant avait, ben, moins de signes de fragilité. En Mmh. fait, il était maintenu en vie, quoi. Et je pense qu'au début, c'est aussi l'inquiétude. Est-ce qu'il va pas arrêter de respirer? Est-ce qu'il va bien, téter? Ou est-ce qu'il va bien manger? Est-ce qu'il va prendre du poids? C'est des choses qui sont juste hyper primaires, et sur lesquelles on s'inquiète immensément, et je pense à raison, parce que c'est hyper impressionnant d'avoir un si petit être, dont la survie dépend de nous, quoi. Nous, en ville, on est, sur le noyau, familial nucléaire, et moi, j'essaye de casser un petit peu ça, parce que c'est ce que je voudrais pour moi-même, et j'ai l'impression que ça fait du bien aussi de pas être uniquement, sur son bébé et son conjoint, quoi. Parce que je pense qu'il y a un moment où il y a une saturation. Jocelyne, Oui. vous connaissiez, ce mot ou cet état de postpartum, de dépression postpartum, avant qu'il arrive ce qui est arrivé à votre fille? Oui, je connaissais le mot. Par contre, je ne mettais absolument rien dedans. Je savais que la dépression postpartum existe, mais quand, comment, pourquoi, et cetera, j'avais pas approfondi, quoi. Je n'avais pas d'informations particulières, non. Parce que vous nous avez bien dit qu'elle avait déjà fait une dépression, pas postpartum, Oui, avant. Est-ce que vous quand même, presque d'instinct, vous disiez, «Bon, il va quand même falloir la surveiller, va falloir» bah, c'est encore une fois, c'est peut-être pas le mot, qui va, mais vous disiez que ça elle pouvait avoir un terrain? absolument pas, non. Pas du tout. Pas du tout. Non, à aucun moment. Quand est-ce que Pas du tout. vous avez commencé à vous en rendre compte, et quelle a été, en fait, ça va être la question pour tout le monde, mais Mmh. je vais commencer par vous, Jocelyne, et quel a Oui. été, du moment où vous vous êtes rendu compte de ça, quel rôle vous avez eu, et est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait les choses, parce qu'on ne sait pas vraiment quelles sont les choses à faire ou pas. Est-ce que Mmh. vous avez l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'il fallait pas? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pas faire, en fait, quand on est, quand on essaye d'aider quelqu'un qui est en dépression postpartum? Bah, je pense que la première chose à ne pas faire, c'est de la brusquer en lui disant, «Je vais faire ça»,
et qu'il n'y ait pas un terrain d'entente, quoi, de s'imposer. Moi, j'y suis allée très, très progressivement, pas parce que, j'avais bien conscience d'intervenir dans la vie d'un couple. Du coup, j'y suis allée très, très progressivement et toujours avec son accord. Mais malheureusement, à la fin, si vous voulez, de toute cette époque-là, elle me disait: «Mais maman, merci, mais c'est moi qui devrais le faire ça, c'est moi qui devrais le faire». Moi, quand j'y suis allée les 1ers temps, c'était au mois de septembre, j'ai fait que du repassage, par exemple. Et puis j'attendais un peu des demandes, mais j'en avais pas non plus, vous voyez? On peut pas non plus, prendre les choses en main. Toute la problématique de l'aidant, de l'accompagnant, c'est: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien momentanément? Est-ce que j'en fais trop ou pas assez? Est-ce que ça va l'aider ou pas? Est-ce que je me substitue à elle ou pas? Non, on peut pas se substituer, on accompagne, on épaule, mais Ouais, ben, juste pour rebondir sur, les choses à faire et ne pas faire, je pense que c'est très, très difficile, quand on se sent aussi, débordé et démuni soi-même parce que, enfin voilà, ça je pense que la fragilité de la maman crée une fragilité aussi chez nous en tant qu'aidant, dans la mesure où en fait, on se dit que notre intervention peut potentiellement la faire, perdre encore plus pied. Moi, j'ai l'impression que, bah, dans les choses qui peuvent aider, c'est d'une part, renforcer en fait, son estime d'elle-même en lui disant qu'elle est très bonne mère, parce que c'est toujours quand même quelque chose qui revient, la peur de mal faire. Donc vraiment renforcer les qualités, être dans quelque chose où on la valorise énormément dans son rôle de mère, dans aussi sa vie de femme, parce que en fait, souvent elles se sentent aussi dépossédées de bah voilà leur forme physique, elles sont fatiguées. Il y a quelque chose d'une super grande dévalorisation qui recouvre quand même beaucoup de domaines, et donc essayer d'être dans quelque chose de super positif par rapport à, en tout cas, l'image qu'on a d'elle en tant qu'aidant, proche. Après, si on sent qu'il y a quand même quelque chose qui commence à vraiment dépasser l'ordre du coup de mou, et qui commence à être inquiétant aussi, surtout par rapport à la façon dont elle s'occupe de l'enfant, bah, proposer en fait de l'aide, professionnelle, et ça, il y a des ressources, on en parlera sans doute après. Mmh. Geoffroy, vous êtes, un papa, quel a été votre rôle, vos ressentis, au moment de cette dépression? Je crois qu'au début, comme vous ne saviez pas, vous n'avez pas pu faire grand-chose, vous en parliez pas et vous étiez là, mais peut-être pas assez, c'est ça? Ouais. Ouais, effectivement, au début, enfin, les premiers mois, comme elle arrivait pas à mettre de mots dessus et qu'on pensait que c'était que physique, lié à l'accouchement et que globalement ça allait revenir sans aide spécifique, mentale, bon, bah, j'accompagnais comme un papa, comme tous les papas le font, c'est-à-dire que, voilà, ils vont s'occuper de l'enfant de temps en temps et cetera, enfin, voilà. J'ai pris conscience que, bah, je vais faire, effectivement un peu plus en termes d'accompagnement, que ce soit sur des choses très matérielles, des services, des choses comme ça, mais aussi, de parler, de la faire parler, de son ressenti et cetera pour qu'elle puisse extérioriser. Parce que finalement, on n'en parlait pas, pas beaucoup avant ça et voilà et qu'elle puisse sentir qu'elle a un soutien à la maison, voilà, si à un moment donné, elle se sent pas capable de s'occuper du petit, ben, en fait, je suis là, donc je vais le faire. Si elle se sent pas capable d'un matin de l'amener alors on avait prévu qu'elle l'amène, bah, je vais le faire. C'est pas Vous vous êtes un investi, quoi. bah, voilà, effectivement, j'ai essayé de faire un petit peu plus, et puis toujours un petit peu plus et puis Est-ce que ça de vous a atteint un peu, vous, niveau moral? bon, je vais pas, ça m'a atteint dans le sens où forcément voir la personne, qui nous est chère, souffrir, c'est pas, Bien sûr. c'est évidemment pas confortable. J'ai pas l'impression que ça m'ait atteint dans le sens où enfin, j'ai pas souffert, Oui, oui, je de ça. C'était pas confortable, mais j'en ai pas, souffert. J'ai plus essayé de, bah, d'essayer de trouver ma place dans ce schéma pour qu'elle puisse, aller mieux. Enfin, de me poser la question de voilà, quelle est ma place? Est-ce que justement faut que je fasse à sa place? Est-ce que enfin, quel est mon rôle dans l'accompagnement, quoi? Est-ce qu'il faut que je fasse pour elle? Est-ce qu'il faut que je l'aide à faire? Est-ce que, au contraire, je la laisse faire? On ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça que
qu'elle a appris avec sa thérapie à justement beaucoup communiquer pour qu'elle puisse me guider aussi sur, parce que je pense qu'aussi toutes les femmes le vivent peut-être un peu différemment et donc elle a appris à me communiquer en me disant: «Bah, voilà, là je me sens pas d'amener les gens à l'école, à la crèche en l'occurrence, est-ce que tu peux y aller?» Et du coup, moi, apprendre à dire: «Bah, non, mais j'ai un rendez-vous donc je peux pas». Vous, en tant que maman, quand vous nous parliez du couple, Isée nous en a aussi, parlé, c'est ce moment où c'est difficile, où la maman se sent très isolée, où le papa est pas forcément là, contrairement à Geoffroy. Ça a été, quelque chose que vous avez, pu toucher du doigt aussi et peut-être, essayer de faire quelque chose ou pas. Évidemment, c'est très difficile de s'en mêler, surtout en tant que maman. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors moi, j'ai mis des choses en place, au niveau de l'aide, concrète à la maison. J'ai fait en sorte qu'elle ait, ce qu'on appelle une technicienne, de l'intervention sociale et familiale qui vienne chez elle faire le ménage, chose qu'elle n'avait pas. Ensuite, j'ai mis en place le suivi avec, une auxiliaire de puériculture pour, qu'elle ait un accompagnement, proche avec le bébé. Ah oui, vous avez mis beaucoup de choses en Ah oui, place, oui, vous? oui, Ah moi oui. j'ai fait la totale, j'ai tout fait. Enfin, j'ai pas le sentiment d'avoir, zappé quelque chose, quoi. Toujours avec son accord, toujours en lui expliquant le comment du pourquoi, toujours en lui, disant: «Ça te permettrait d'être un peu plus libre, d'avoir moins de soucis au niveau de l'organisation de la maison», et elle était d'accord. Je me suis pas, heurtée à des refus, au contraire Et ça, et c'est même des dispositifs, pardon, qui sont accessibles à toutes les femmes ah ou oui, c oui, oui, bien sûr. parce que Oui. moi, je connaissais pas. Technicienne de l'intervention sociale et familiale, c'est des métiers qui sont, liés à l'aide à la personne. Ce sont des femmes qui sont formées, à 3 niveaux, au niveau, des enfants, au niveau de la famille. Quand j'entends la famille, c'est-à-dire la maison et au niveau du bébé. Elles ont 3 pôles de capacité, en fait. Et la sécurité sociale prend ça en charge ou? Oui, Ouais. oui, Ah oui, oui, c'est mais de l'aide à la personne et après, l'aide concrète, bah, elle se met plus ou moins en place et malheureusement, ça n'a pas suffi. Oui, Ça mais n'a vous pas me disiez suffi. quand même, Jocelyne, alors on va partir sur ce sujet. Ouais. C'est certes là, c'est de l'aide presque pratique, j'allais dire, mais psychologiquement, je crois que là, vous en parliez un peu tout à l'heure avec le fait qu'on ne peut pas rester dans la région dans laquelle on n'habite C'est pas. ça. Là, il n'y a pas eu de suivi, en fait. Ou Alors très peu, alors, ou mal. alors j'arrive pas à savoir s'il y a eu ou non un suivi parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai le dossier médical de ma fille que j'ai demandé. J'ai quand même attendu 1 an. J'ai d'abord écrit à l'ARS en me disant: «Ça va être l'autorité supérieure qui va me dire qu'est-ce qui s'est passé exactement». Au bout d'1 an, j'ai reçu un mail de réponse en me disant que mon témoignage était très poignant, mais que ma fille, était sortie dans de bonnes conditions. Ah oui, À d'accord. la suite de ça, j'ai fait une demande, dans un hôpital parisien et tout de suite, j'ai eu le dossier médical. Donc là, c'est très récent, hein, ça fait à peu près 1 mois. Donc je suis en train d'étudier ce dossier médical qui comprend énormément de sigles, de choses qu'on ne comprend pas, avec, qu'il D'acronyme. faut, décrypter, si vous voulez. Mais je suis en train de m'imprégner de tout ce dossier médical et globalement, si vous voulez, le sentiment que j'ai, parce que je le lis, je le relis, je le mouline dans tous les sens, enfin, le mot dépression post-partum, n'est pas évoqué. Presque comme si ça n'existait pas ou alors c'est là où je me questionne beaucoup, un psychiatre, quand il a une femme qui est mal, qui a eu un enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il pense à la dépression post-partum? Est-ce qu'il se dit: «Celle-là, elle avait des facteurs de fragilité, elle était plus ou moins, dépressive avant, là, maintenant, elle me l'a fait la dépression». Est-ce qu'il se dit ça? Ou est-ce qu'il se dit: «Effectivement, j'ai une maman, qui est perdue, parce que, la maternité l'a mis dans un état psychique qu'elle n'arrive pas à à vivre et qui la dépasse». Donc voilà. Geoffroy, est-ce que votre femme a vu un psychologue? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous soutenait, j'allais dire, médicalement, psychologiquement, À l'hôpital? non, mais Ouais. pendant la dépression, en Ah fait? oui, 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 bah, c'est un psychologue qui a mis, le terme dépression postpartum sur, Ah oui, c'est vrai. ouais, Et vous enseignant sur avez vu que les choses s'amélioraient ou oui, bah, à assez partir du moment rapidement? j'ai senti quand même un déclic, même si ça n'a pas été brutal au quotidien, mais j'ai senti un déclic dans sa tête quand,
le mot dépression a été prononcé. Elle a mis un mot sur ces mots qu'elle ressentait au quotidien en disant bah ok en fait si j'ai envie d'aller me coucher à 20h30 tous les soirs c'est peut-être pas juste physique. Si en fait j'ai peur ou j'ai une peur féroce de m'occuper de mon petit, c'est peut-être pas ça. Enfin la dépression peut-être explique cela. Et voilà donc là elle a pu entamer sa thérapie en fait, parce que je vais pas dire sa reconstruction, elle a quand même arrivé plus tard. Elle a continué à à, à être dans le bas de la courbe, on va dire. Mais on a pu commencer à mettre en place un traitement, d'antidépresseurs et cetera. On a pu, et puis elle a pu se dire que c'était une maladie et je reviens à ce qu'elle me disait, comme message à faire passer, c'était, ne pas oublier que ça peut se soigner si c'est bien effectivement, pris en compte. Si déjà on met le mot dessus, si on en parle, si voilà, si on le dépiste, ça peut se soigner. Bah, d'ailleurs, pour conclure, ce moment, que nous venons de vivre, est-ce que, ce qui vous est arrivé à tous, vous a donné envie et je pense, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui, d'en parler, de s'investir, d'être engagé, peut-être, c'est là où on peut parler de Maman Blues, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait quand et malheureusement pas seulement quand ça nous est arrivé, peut-être que tout le monde devrait s'y mettre, mais on a envie de faire passer le message, Geoffroy? Ouais, moi j'ai envie de faire passer le message, aux mamans, mais aussi aux papas, parce que Ouais, moi c'est je me ça. suis rendu compte que, je dis tout à l'heure qu'il ne faut pas se mettre de hier, mais il faut aussi surtout avoir les oreilles grandes ouvertes, enfin et les yeux grands ouverts pour sentir les choses, au plus tôt. Voilà. Isée? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut, avoir une forme de curiosité pour, ce que c'est que l'expérience de la maternité, de la parentalité au global. On dit que les pères, deviennent pères le jour de l'accouchement, alors que les mères deviennent mères, au moment où elles tombent enceintes. Je sais pas si, c'est, juste, une formule qui est passée un peu dans le langage courant. Moi, je pense que c'est pas forcément, une fatalité, pour les hommes que de comprendre ce que c'est que, cet événement, un peu au dernier moment. Je pense que c'est important que les compagnons, qui ont des femmes, enceintes, fassent la démarche de s'intéresser à ce qui se passe, dans leur corps, dans leur tête, soient, présents, extrêmement présents. C'est des conversations qu'on a sur la charge mentale, domestique, mais de la charge mentale aussi affective. Je pense que c'est important de faire, vraiment équipe et ça, je considère que c'est quand même un effort, supplémentaire de la part des hommes puisque eux-mêmes ne vivent pas la transformation, physiquement. Et puis ensuite, pour tous et toutes, se renseigner. Il y a des ressources absolument partout et surtout, je pense qu'il faut absolument déstigmatiser, la dépression postpartum parce que, en fait, la honte, c'est quelque chose qui multiplie par, parfois 10 le temps de l'épisode de dépression. Jocelyne, vous aurez le mot de la fin parce que vous allez nous raconter un peu ce que maintenant vous faites, peut-être avec Maman Blues, une des multiples associations qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Alors avec Maman Blues, j'ai essayé de parler, de la dépression postpartum, du forum qui fait partie de cette association-là, où les femmes, ne parlent pas mais écrivent énormément de choses. Et donc vous répondez? Alors non, je ne réponds pas. Parce que dans cette association-là, il faut absolument avoir vécu soi-même la dépression postpartum pour en faire partie. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'effectivement, les aidants deviennent aidants parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on est là, parce qu'on aime la personne. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas le voir sombrer. On met en place des choses pour le soutenir, pour l'aider. Et après, ce que je voudrais faire passer comme message également, c'est qu'on en parle très peu, mais la dépression postpartum masculine existe. Il faut le savoir. Voilà. Moi, ma fille, elle n'a pas eu de chance parce que j'ai discuté avec des femmes qui s'en sont sorties. Les femmes s'en sortent. Voilà, c'est long, il faut le savoir. Geoffroy, n'hésitez pas, et faites tout pour elle, continuez, ça sera long, mais elle va s'en sortir, c'est sûr. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur le site vousparmassif.massif.fr.